J'aurais jamais par exemple le courage de me pendre, ça je le sais. Du coup ça m'a plongée dans l'automutilation. Quand on a subi plusieurs viols, quand on a un trouble borderline, quand on a un vécu dépressif comme toi, est-ce qu'en amour on arrive aujourd'hui à faire confiance? Il y avait tout un dossier dans son téléphone avec 4, 5, 6 ex à lui du coup. Il y a eu quand même une conséquence pour lui ou pas? Le flic m'avait demandé combien de doigts il avait pu mettre. Moi j'étais au bord du suicide, j'aurais kiffé voir, je t'ai dit, une fille de ton âge qui parle de ça. Nathalie, bienvenue. Merci. Bon, bienvenue dans On parle de tout, on va parler de santé mentale pendant une petite heure. Tu vois là on parle avec le sourire, mais les gens savent pas du tout le vécu de malade que t'as. Et je trouve que t'as une vraie force parce que t'arrives à en parler, mais avec de la résilience et avec un gros smile. C'est gentil. Tu peux te présenter, t'as quel âge? Moi j'ai 21 ans, je suis en études d'EduxP à Arras. Une petite ville paumée, à la campagne. Voilà. Je refais ma première année que j'avais commencé l'année dernière, mais que j'avais suspendu pour soucis de santé mentale. Voilà. Ouais. Et voilà. Mais c'est trop bien. Encore bravo d'être là aujourd'hui. Je pense que ton message il va inspirer là des jeunes. Nous, ça fait juste une petite demi-heure qu'on parle avant ton âge. Et déjà, je me retenais de poser des questions parce que tu donnes plein de conseils. Tu es là, tu parles de toi comme une chef. Il y a beaucoup de thématiques de santé mentale à aborder. Laquelle tu veux débuter en première parce que tu es touché par beaucoup de troubles? Dis-nous tout. Ouais, peut-être les troubles psy, peut-être. L'ouverture des gens, enfin du coup la fermeture des gens et pousser à l'ouverture. Toi, tu m'as parlé d'un trouble borderline. Ouais. Alors comment tu l'expliquerais pour tous les jeunes qui nous regardent et qui ont entendu ce mot? Ça se caractérise par beaucoup d'instabilité, beaucoup de sautes d'humeur, beaucoup de choses très fortes qu'on ressent et qui du coup on a du mal à expliquer aux gens. Puis c'est assez compliqué, on ressent tout un tas de trucs dans notre petit corps. Enfin, c'est beaucoup de... On est perdu, on sait pas qui on est, on cherche qui on est, on se met en danger volontairement pour sentir des choses. Quand on arrive en phase vide, qu'on ressent rien. Enfin, c'est vraiment hyper compliqué. Est-ce qu'il y a un effet ou un symptôme chez toi qui vraiment revenait beaucoup? La mise en danger, je pense. L'instabilité aussi, que ce soit sur moi ou sur les gens, sur personnel, interpersonnel, familial, enfin tout. Il n'y a rien qui est stable. Est-ce que tu as un exemple peut-être à nous donner? Sur quoi? Sur moi ou sur... Comment une journée par exemple où là on voit que tu as un effet de trouble borderline? C'est-à-dire que je change d'émotion assez rapidement, mais avec le temps j'ai appris à masquer un peu les symptômes. Donc, vraiment ceux qui me connaissent le voient, sinon ça se voit pas forcément. Il y a aussi beaucoup de valorisation et dévalorisation en fonction des gens et tout. Enfin, je vais me sentir super bien, trop contente, et puis l'instant d'après il suffira d'une phrase ou d'un geste, d'un truc qui m'aura fait un petit peu redescendre, et du coup là je vais être en mode qu'est-ce que je fais ici, et puis après ça va remonter. Ah ouais, il peut y avoir une chute d'humeur pour n'importe quel petit événement. Ouais. Mais alors t'as vu, il y a plein de jeunes qui se disent mais j'entends ce que Nat elle raconte, je l'appelle Nat en mode c'est ma pote. C'est génial. Et ils disent peut-être que j'ai un trouble borderline, mais tu me dis si je me trompe, il faut quand même être diagnostiqué par un professionnel. Ouais. En fait, le trouble borderline, j'ai l'impression que c'est... Enfin, non, c'est pas une impression, c'est vrai, c'est le trouble vraiment fouillis, parce que borderline limite. Ouais. Donc, ça a la limite de plein d'autres troubles. On est jamais vraiment borderline, on a toujours des troubles qui comorbides, je sais plus trop comment on dit, enfin bref, qui sont en même temps, et donc du coup c'est assez compliqué pour les psychiatres aussi de diagnostiquer ça et de faire la différence entre la bipolarité et le borderline, parce que c'est relativement les mêmes symptômes qui reviennent, c'est juste au niveau de la temporalité, c'est pas la même chose. Enfin, je dirais de s'orienter sur des psychiatres et des bons, parce que c'est comme tout, il y en a des bons et des moins bons, il y en a qui encore aujourd'hui pensent que ce trouble n'existe pas alors qu'il est dans le DSM-5. Enfin, voilà. Moi, je compare beaucoup la santé mentale à l'amour souvent. Oui. Et j'adore dire, le psychiatre ou le psychologue, tu vas pas trouver le bon qui te convient en claquant des doigts, t'as vu? Et puis c'est propre à chacun aussi, même la façon de parler. Il y en a qui ont moins de tact et du coup ça fonctionnera pas avec des personnes, inversement. Enfin, voilà, et toi, du coup, c'est un psychiatre qui t'a dit ça? Ouais. Et comment il t'a annoncé? En fait, j'ai fait mes recherches, je suis tombée sur plein de vidéos qui expliquaient. Et quand je me suis dit, il faut vraiment que je parle à quelqu'un de pro qui pourra me diagnostiquer, parce qu'on ne s'auto-diagnostique pas. Il m'a parlé, il m'a posé des questions, mais il m'a vu en état de crise de base. Donc, il y avait déjà 3/4 des symptômes qui étaient déjà visibles à ce moment-là. Et et après, il m'a diagnostiqué. Et moi, la question qui me vient, c'est ok, on a compris comment le trouble... s'évoquer, mais est-ce que ça peut te mettre en danger de mort? Ouais.
Ah mais oui. Comment ça? Parce qu'il faut que les gens comprennent aussi que c'est un trouble, on n'en rigole pas. On peut en rigoler, mais il y a des conséquences. Non, en fait, les moments où on est vide, qu'on ressent rien, ou au contraire qu'on sent tout un tas de choses, et pas des choses positives, on peut vraiment tenter de s'en aller, quoi. On peut penser à la mort, au pire, vraiment, tentative de suicide. Mais même les tentatives de suicide, elles sont faites généralement pour rien. Enfin, moi, concrètement, j'en ai passé 8. Je pense que peut-être 5 étaient des vrais. Le reste, c'était plus des appels à l'aide, parce que du coup, c'est aussi ça le problème, c'est qu'on fait beaucoup de tentatives, mais on sait même pas nous-mêmes, en fait, si on veut vraiment clamser ou si on cherche juste à avoir, pas de l'attention, mais que quelqu'un comprenne la souffrance qu'on a, en fait, et vraiment la comprenne, pas juste aujourd'hui ça va pas, quoi. Vraiment, parce que même si on passe à l'acte et qu'on réfléchit pas forcément aux conséquences qu'il y a derrière, parce que c'est aussi ça être borderline, c'est qu'on réfléchit pas, en fait, on agit, et en fonction de ce qu'on a agi, on réfléchit après, on dit merde, j'aurais peut-être pas pu faire ça, enfin j'aurais pu faire autrement, voilà. Moi ça m'a mis dans des situations très compliquées et très délicates que je referai, j'espère, jamais, mais là, c'est ultra fort ce que tu es en train de faire. Une jeune de 21 ans qui ose raconter que plusieurs fois tu as tenté de te suicider, alors qu'il y en a qui n'arrivent pas à parler de leur rupture amoureuse. Je sais pas si tu te rends compte, c'est ouf. Pour moi, c'est parce que je suis habituée, et puis il y a vraiment pire. Je vois ça comme ça. En fait, des fois, il y a aussi beaucoup de soucis de légitimité. Je me sens pas légitime de ce que je ressens, de ce que j'ai pu vivre et tout. Enfin, je minimise beaucoup, alors que si c'était une autre personne qui me raconterait ça, je serais en mode, mais meuf, non. Mais tu sais que c'est trop bien là, qu'on brise le tabou sur même les tentatives de suicide. Ouais. Est-ce que t'arriverais, je sais que c'est très dur à expliquer. Moi, j'ai eu une pensée comme ça une fois. J'ai pas fait de tentative, mais j'ai eu une pensée très sombre. Est-ce que tu peux expliquer, mais comment on en vient à se dire, pourquoi pas mourir? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est quand on a espoir en rien, qu'on se dit que... Enfin, après, je parle pour moi, je sais pas pour les autres, mais qu'on a fait notre temps, en fait. Enfin, il y a un moment donné où on est tellement seul, on est tellement incompris, si on n'est pas forcément dans des bons entourages aussi. Enfin, je ne saurais pas vraiment répondre sans faire 56 minutes de blabla, mais je pense que c'est quand juste, simplement, on ne croit plus en rien, et que on se dit que c'est la seule solution. Alors après... Il y a 2 écoles, il y a celle qui va dire que du coup, on pense pas à notre famille, à ceux qu'on a, parce qu'on n'est jamais vraiment tout seul, il y a toujours des gens. Mais, et puis l'autre qui va comprendre que malgré ça, des fois, ça suffit pas, quoi. La santé mentale, le mal-être, il est très dur à définir, parce que c'est vraiment un ressenti, c'est pas des mots. C'est un ressenti qu'il y a que vraiment quand tu es au fond du trou que tu arrives à le ressentir. Enfin, c'est trop dur à expliquer avec des mots. Non, c'est ça. C'est pour ça qu'on pourrait en parler 1000 ans, mais en fait, il faut le vivre. C'est ça. Et on recommande à personne de le vivre, bien évidemment. C'est comme tout, faut vivre... exactement. Ouais. Je recommande à personne de vivre ça, mais je trouve que si on veut vraiment donner un avis sur ça, faut l'avoir vécu, parce qu'on peut pas donner un avis sur une chose pareille si on l'a entendu vite fait comme ça à la télé, ou je sais pas. Et moi, tu me dis s'il y a des questions. Oui, non, jamais. Tu as fait à peu près 8 tentatives de suicide, en tout cas. Au bout de la 3e, 4e, ou peu importe, comment a réagi l'entourage alors? Ils savaient pas déjà les premières. Bon, après, la première que j'ai faite, j'avais 14 ans, donc c'était pas non plus des trucs très élaborés. Enfin, c'était avec des Doliprane, je sais même pas si je peux vraiment le dire, mais en tout cas, voilà, ça ne tuera personne. Qu'est-ce que t'as foutu? T'en as pris une vingtaine? Je sais pas, non, j'ai fini 3 plaquettes, 2 ou 3 plaquettes, je sais plus. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je vais tenter avec ça. Non, vraiment. Après, j'ai fait plusieurs mélanges de base, et puis, en fait, je pense que j'ai testé beaucoup de choses, mais aussi pour le fait de tester, parce que mise en danger encore une fois, donc est-ce que je réalisais que potentiellement ça risque de me mettre en danger vraiment à la mort? Peut-être, je sais pas, mais en même temps je pense qu'il y avait, sauf vraiment les 5 fois où vraiment je pense que je voulais vraiment, les 3 quarts je savais que ça me tuerait pas, et j'aurais jamais par exemple le courage de me pendre, ça je le sais, jamais, je ne peux pas dire jamais, mais ça n'est jamais arrivé, je sais pas, voilà. Tu sais que c'est intéressant, tu as dit le mot courage, tu as dit est-ce que j'aurais le courage de me pendre? Oui, après on va parler d'autres choses, après on va parler d'autres choses que la tentative, mais c'est ça, il faut du courage, c'est pas en mode ça va apaiser toutes mes tensions, non, c'est une solution qu'on voit pour avoir moins mal. On a aussi des réflexes, en fait, des réflexes humains, même si c'est nous qui voulons nous tuer nous, on a quand même des réflexes, donc si, il faut du courage, énormément de courage, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se suicident pas parce qu'ils sont faibles et qu'ils manquent de courage, mais si du coup il manque ce courage-là, et c'est pas grave, c'est ok, et tant mieux d'ailleurs qu'il manque ce courage-là, mais je pense que les gens
fermés ne se rendent pas compte que voilà, c'est pas on a décrété à 19h50 qu'on allait mourir et que du coup on meurt. Enfin, c'est toute une préparation même mentale, surtout mentale, de dire je termine une vie quoi. Enfin. C'est dingue. Et ça on pourrait en parler 4 ans, mais t'en parles tellement bien. Avant de parler de la prochaine thématique, aujourd'hui comment tu te sens? Là maintenant tout de suite. Ouais, là, très bien. Et dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu as retrouvé un certain bien-être quand même ou pas? Je reste border, donc c'est très compliqué. Mes études me conviennent, me plaisent, mais du coup, je suis dans le social, donc il faut une certaine maturité que j'ai pas forcément tout le temps. Et puis, il faut... Surtout que je vise la protection de l'enfance, donc c'est assez compliqué de me dire que je veux aider des enfants, des gens qui vont pas bien si... Enfin, c'est ce que j'avais dit sur l'ancien média que j'ai fait et c'est ce que je dis dans la vie de tous les jours. Mais voilà, j'estime que je peux pas être légitime d'aider des personnes si moi, ça va pas. Donc sur ça, c'est assez compliqué. Mais... Il n'y a plus de tentatives ou de pensées non, profondes? Franchement, non. Depuis l'année dernière, non. Des pensées, si, quand vraiment ça rechute, ça arrive, c'est normal. Mais non, je passerai plus à l'acte. C'est trop important de le dire que quand on traverse une période compliquée de santé mentale, dépression, borderline ou autre, la santé mentale, ça dépend pour certains, mais ça va pas mieux d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre. Il y a certaines périodes par lesquelles on va repasser et c'est ok. Ça rechute. Il y a toujours un moment donné de façon où ça rechutera. Souvent c'est l'hiver parce que le soleil il est pas là, parce que machin. Moi c'est parce que j'ai beaucoup de traumas qui sont rattachés à l'hiver de base, donc ça aide pas. Mais franchement cette année ça allait. J'ai pas fait de cauchemar sur ça. Alors que normalement j'en fais, ça me fait vomir. Là tout allait bien à proprement dit sur ça c'était cet hiver. Est-ce que moi je suis très couleur. Moi la couleur bleue, t'as vu, on parle de tout, la communauté. La couleur rouge des cheveux, il y a une signification ou pas? Je l'ai refaite il y a pas longtemps. Je sais pas, j'adore refaire des couleurs à mes cheveux. J'avais commencé au lycée, je m'étais fait moquer. Du coup, j'avais plus fait, j'étais vexée. Ça va un petit peu. Ouais, je l'ai refait. Après, c'est parce qu'elles sont décolorées, du coup, j'ai remis du rouge dessus. C'est toi-même qui l'a fait? Ouais, c'est une copine à moi qui l'a fait. Nat, voilà. Le mot TDAH, on en entend parler à toutes les sauces. Toi? Je suis diag TDA, pas H, TDA, parce que encore une fois, voilà, c'est en comorbidité avec le borderline. Il y a beaucoup de clichés sur ça. Il y en a un. Après, comment tu le définirais, toi? Moi, sur moi en tout cas, alors oui, c'est vrai, j'oublie beaucoup de choses, je suis pas forcément concentrée, mais même au-delà de tout ça, c'est aussi sur des lubies. L'année dernière, j'avais acheté tout plein de trucs de peinture parce que j'avais décrété que j'allais faire de la peinture. Sur les cheveux? Ça a duré 2 semaines. Non, on n'a pas sur les trucs. Ça a duré vraiment 2 semaines. Beaucoup de dépenses aussi. Moi, j'ai un énorme problème d'argent, énorme. T'es étudiante, hein? En plus, non, mais j'avais fait un service civique, donc ça payait pas des masses, mais quand même 600 € et j'avais 18 ans, donc 600 € quand on a 18 ans, si c'est pas géré, voilà, donc j'ai... Et c'est quoi le principal symptôme alors pour que les gens comprennent? Principal symptôme du trouble d'attention, c'est... principal, il y en a plusieurs. Je te demande des principaux. Par exemple, si tu me parles et qu'en même temps tu touches tes cheveux, là, ces temps-ci, ça va. Mais je vais avoir du mal à me concentrer sur ce que tu dis. Je vais être focalisée sur... Pourquoi il s'est touché les cheveux? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, exactement. Puis après, je vais me dire, mais au final, la coupe là, c'est beau chez les garçons. Et puis du coup, tu vas me parler, je t'emmène, mais concentre-toi. Le cerveau, il va partir dans tous les côtés. Vraiment. Après, il y a beaucoup d'oublis de base. Tu m'as dit ça, j'ai oublié que tu m'avais dit ça. Du coup, les gens croient que tu les écoutes pas, alors que, si, c'est juste que t'as pas retenu. Il y a beaucoup, comme j'ai dit, beaucoup d'hyperfocus aussi. Ça, par contre, c'est cool, surtout pour les cours. Ça. Alors là, après, ça me concerne, je sais pas pour les gens, mais je suis pas productive du tout avant la deadline. C'est-à-dire que là, j'ai un rapport de stage à rendre pour le 24 février. J'ai commencé une introduction. Je vais m'y mettre le 22, 23. Et pourquoi? Parce qu'il y aura l'adrénaline qui va monter. Ouais, exactement. Je connais. Et du coup, après, je vais être productive toute la journée. Je vais rien faire que ça. Je vais rien faire d'autre que ça. Mais je ne peux pas... Et j'essaye, mais ça marche pas. Après, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un de TDA ou TDAH va, par exemple, boire de l'alcool? Parce qu'il y a différents effets. Est-ce que ça a l'effet contraire, négatif, positif? Je pense que c'est propre à chacun. Je sais pas trop. Il y a des gens qui ont l'alcool amoureux, l'alcool triste, machin. Moi, c'est génial, c'est que j'ai l'alcool tout. J'aurai plusieurs étapes en fonction de l'alcool que je bois et en fonction de la temporalité, etc. Mais je passerai, encore une fois, par toutes les émotions. Voilà, je sais pas trop si c'est propre au TDA ou je sais pas. Franchement, je sais pas. Sur ça, je m'avance pas. Je sais pas.
Et alors, tu vois, avec tous les troubles dont on parle, moi, il y a un trouble, je suis obligé d'en parler. Moi, j'ai vécu, j'adore dire le mot belle, parce que c'est une belle dépression de 4 ans, après la mort de mon papa. J'en avais un peu parlé. Oui. Est-ce que toi, le mot dépression, il t'évoque quelque chose? Oui, c'était mon médecin à mes 18 ans qui, il ne peut pas vraiment me diagnostiquer, mais il m'avait vu depuis toute petite. Et puis, voilà, il me voyait en salle déprime. Il m'a dit, écoute, compliqué, surtout qu'en plus, j'avais des forts TCA, donc troubles alimentaires à ce moment-là, donc ça aidait pas. Et en fait, c'est... Voilà, et au moment, surtout 2023, même mon père m'a dit c'est proche de la dépression sévère. Je me suis hospitalisée plusieurs fois, pas forcément pour ça, mais pour un tout général. Et juste avant de creuser, est-ce qu'il y a eu un événement dans ta vie qui est arrivé, qui a provoqué tout ça? En fait, c'est comme d'hab, il n'y en a jamais qu'un, il y en a toujours plusieurs. Oui, j'étais en couple avec une personne pas bien, pas saine. Et puis du coup, je m'étais éloignée de... il m'avait éloignée de beaucoup de gens. Papa restait là, mais du coup notre entente elle fluctuait un petit peu parce que du coup je lui ai jamais menti, donc j'ai toujours dit ce que je faisais et où j'allais, etc. Mais là je savais qu'il voulait pas me voir avec ce garçon là par exemple, donc je lui disais pas, donc du coup ça aidait pas. Après il y avait beaucoup de soucis familiaux aussi, puis du coup après j'avais les hôpitaux, donc l'hospitalisation ça aidait pas, il y avait beaucoup de choses qui faisaient qu'à ce moment-là pas grand chose qui pouvait aller, quoi. Ok, donc c'est la vie amoureuse qui est déjà t'a un peu mis dans un mindset négatif. Toujours, de toute façon, là, toujours. Et la dépression, alors, ça arrivait comment? Petit à petit, d'un coup? Je pense que ça arrivait petit à petit, parce que déjà au lycée, en fait, mes premiers copains n'étaient pas des gens respectueux, donc du coup, je suis sortie à un moment donné du déni, et du coup, tous les flashbacks, tout est revenu à la tête, et du coup, j'ai dû gérer ça. Après... J'ai eu des passes pas faciles avec ma mère, donc je la voyais pas. J'étais mineure et j'étais plus chez moi. C'était assez compliqué. Donc tout ça, ça a fait aussi que plus la pression du bac, même si c'est pas non plus. Mais pour moi, du coup, plus mes soucis et tout derrière, c'était assez compliqué. Donc c'est vraiment venu petit à petit. Et puis quand je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des soucis dans mon crâne et mes relations avec les gens qui n'étaient pas comme les autres. C'était pas des relations comme les autres, comme je pouvais voir chez les autres. Donc petit à petit, ça a commencé vraiment à être compliqué. Je me sentais seule, pas comprise, donc forcément, ça a plongé tout de suite. Et puis, franchement, je sais pas, je me suis jamais vraiment intéressée à la dépression, plus aux autres troubles. Après, je sais qu'elle est là, je sais qu'elle est là, je sais que... Elle revient, elle part, elle revient. C'est une ennemie qui vient, qui part, Elle s'invite un peu beaucoup. C'est ouf, parce que ça fait même pas une demi-heure qu'on parle. T'as parlé de troubles comportement alimentaire, borderline, dépression, tout. Ça pendant des heures et des heures. Et il faut le dire aux jeunes, et que ça fait du bien de parler. Ouais. Et au final, là tu le sais, il y a zéro jugement, mais que dans 90% des cas, s'ils en parlent avec le cœur, il y aura zéro jugement. Surtout s'ils en parlent à leur famille, à leurs potes. En fait, ils vont savoir à qui en parler direct. C'est ça. Comme on l'a dit, il y a une forme de courage à avoir, c'est dur. Puis déjà, il faut se rendre compte en fait de ce qu'on ressent, de ce qu'on a. Ouais. Et ça, si on a de la chance, nos proches nous le disent. Si on n'en a pas, on se débrouille tout seul et on remarque tout seul. Moi, je sais que j'ai maintenant l'entourage un minima stable, sain, en tout cas un minima sain, mais ça n'a pas toujours été le cas et ça a été compliqué de me rendre compte toute seule de tout ce qui n'allait pas. Et d'ailleurs je dis ça comme si c'était, je mets ça à l'imparfait, alors que même encore maintenant je galère, j'ai énormément de soucis avec mes copains, parce que mes copains, mes amis, parce que justement je pense qu'ils ont du mal aussi à être amis avec quelqu'un qui est trop. Alors ils m'ont dit encore la semaine dernière, on sait pas par quoi te caractériser, parce que telle personne aime le foot, telle personne machin, et toi on sait pas ce que t'aimes. T'aimes pas le foot? Je suis pas supportrice, quoi. En fait si, c'est ça le truc, c'est que j'aime tout et j'aime rien. C'est-à-dire que je suis pas chiante, j'aime vraiment beaucoup de choses, mais vraiment de passion à proprement dit qui va me rester toute ma vie, à part la danse et l'équitation, que j'aime bien et tout. Moi j'ai compris le délire, mais j'ai quand pas t'es vraiment jeune, t'as besoin d'appartenir à des classes un peu, t'as vu. Et quand t'es borderline et quand tu sais pas, peu importe le trouble ou si t'en as pas, si tu sais pas, y a pas vraiment grand chose qui t'anime. Si ça va pas de base, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir si on aime le foot ou pas, puisqu'on veut juste clamser à ce moment-là. Je sais pas, c'est un peu cash, mais les gens ils ont du mal à comprendre ça, je pense. Et c'est ouf. Et quand on parlait de l'entourage, est-ce que toi, il y a des personnes, que ce soit avant ou maintenant, est-ce qu'au niveau des parents, tu as pu compter sur le soutien des parents?
Moi, j'aime bien dire que mes 2 parents m'ont laissé, mais pas au même moment, donc c'est sympa, parce que sinon, je sais pas trop. Il y avait une garde à partager. Ouais. Je fais gaffe maintenant à ce que je dis, parce que sur l'interview que j'avais faite à Pluriel Média, je m'étais beaucoup livrée, ce qui m'a fait beaucoup de bien, mais j'ai pas trop pris en compte les risques auxquels je m'exposais, c'est-à-dire que je suis pas toute seule, j'ai mes frères et sœurs aussi, donc c'est vrai que j'ai livré beaucoup de choses personnel sur notre famille et du coup ça aura peut-être des répercussions sur eux, donc j'essaye de faire gaffe à ce que je dis maintenant. Elle est trop mature, elle est trop bienveillante, c'est une dinguerie. Mais ma mère c'est très compliqué parce que nos tempéraments fonctionnent pas, c'est-à-dire que j'ai ma personnalité, même si elle est très compliquée et qu'il y en a plusieurs, mais voilà, j'ai mes idées qui fonctionnent pas avec les siennes, et puis voilà, c'est pas grave en soi, mais du coup c'est assez compliqué des fois l'entente sur ça. Papa, c'est compliqué aussi, mais compliqué plus positivement, c'est-à-dire que il essaye, et ça je pourrais jamais lui reprocher d'essayer. Après c'est compliqué de vivre avec moi, je pense que c'est compliqué de vivre avec n'importe quel jeune qui va pas bien de base. Ça n'a pas toujours été facile avec mon père parce que du coup, l'entente avec sa femme, son ex-femme, du coup, c'était un peu compliqué. Donc, il était un peu au milieu. Enfin, je sais pas trop si c'est super clair. Mais viens, on fait autre chose plutôt. Viens, on adresse un message, un conseil à tous les parents qui nous regardent. Ouais. Et toi, tu as vécu une dépression, tu as vécu des troubles alimentaires, j'ai vécu une dépression. On a tous les deux eu envie de se suicider à un moment. Et viens, on adresse un conseil aux parents qui regardent et peut-être que leur enfant vive une situation comparable. Et moi, je vais juste leur dire un mot, moi. Pour moi, le meilleur conseil que je peux donner à tous les parents, si leurs enfants vont pas bien, c'est une dure épreuve, c'est quelque chose qui doit être dur à vivre, mais juste l'écoute, pour moi, c'est le meilleur des pouvoirs. Et non pas essayer forcément de conseiller, mais de dire à son enfant, je t'écoute, je suis là pour toi. Et chaque mot que tu vas me dire, je vais l'entendre et je vais essayer de le comprendre du mieux que je peux parce que je t'aime. Et rien que ça, pour moi, c'est le meilleur des pouvoirs. Moi, je rajoute à ça, je rebondis à ça, il faut le penser, parce qu'il y en a qui vont le dire. Par exemple, je sais que, sans citer de personne du coup, mais des personnes de ma famille auraient pu le dire ou l'ont dit, mais je me sentais pas du tout en mesure de leur expliquer parce qu'il n'y avait pas quelque chose de faux, mais c'était histoire de dire je l'ai dit comme ça, si elle veut m'en parler, elle m'en parle, mais je sais pas trop, bonne écoute à ça. Donc il faut dire ça, il faut le penser, il faut aussi faire gaffe aux signes en fait avant-coureurs de base, parce que je sais que j'ai toujours eu la capacité de pouvoir essayer en tout cas de mettre des mots sur ce que je ressens. Tout le monde n'a pas cette capacité-là. Mais il y a toujours des signes. Qu'on les cache pas, il y a toujours des signes. Les chambres en bazar, les envies de rien, on bouge pas de sa chambre, on travaille plus à l'école. Moi, en primaire, j'étais bonne élève. Au collège, au 6e, j'étais bonne élève aussi. En 5e, ça a déjà commencé à chuter. 4e, c'était la fin du monde. Personne s'est demandé ce qui se passait. Si là, il y a un papa et une maman, ils regardent, ils disent j'ai du mal à... Je vois que mon enfant, il va mal, mais je sais pas comment réagir. Est-ce qu'il y a une chose qu'ils devraient retenir qui voit du coup qu'il va pas bien, son enfant. Mais ils osent pas en parler avec lui. C'est à eux c'est aux parents, je trouve, de commencer en fait la discussion, parce que je sais pas si ce que je dis j'ai vraiment raison de le dire, j'en sais rien, c'est mon avis, je sais pas, je suis pas vraiment adulte alors je sais pas, mais je trouve que c'est aux personnes plus âgées de ouvrir la discussion, parce que encore une fois, tout le monde n'est pas, tous les jeunes sont pas forcément capables de le faire, ils n'ont pas forcément les mots, peu importe l'âge et tout, en plus c'est pas super facile, tandis que peut-être ça va peut-être pas forcément marcher, mais au moins si le parent ou la personne adulte va vers l'enfant, le jeune, et dit voilà, j'ai remarqué que ça va pas, tu peux en parler quand tu veux, c'est là. Ouvrir le chemin et la direction, elle viendra. Voilà. Je pense qu'après ça dépend de tout le monde. Je pense en vrai de vrai que peu importe le parent, s'ils connaissent l'enfant, qu'ils connaissent le jeune, il y aura toujours une façon de parler, de dire les choses, de montrer les choses, parce que des fois c'est pas en parlant, c'est en faisant des activités, c'est en allant marcher, c'est en faisant plein de trucs, et je pense qu'il n'y a pas vraiment un exemple ou un conseil qu'on pourrait donner, parce que chaque personne est différente, et je pense que les proches de ces personnes-là savent. Ils ont capté. Si nous regardez, vous avez capté. Voilà. On a donné le bon conseil. Et Nat, on va parler en 2 minutes là, des fameux médicaments. Oui. Quand on parle santé mentale, il y a la parole, il y a les thérapies, il y a aussi les médicaments. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est tabou, que c'est danger, que c'est d'autres. Moi je le dis, j'ai bouffé des antidépresseurs, des anxiolytiques, des somnifères. C'était bon ? En termes de goût, pas trop. Je kiffe pas, mais il y a un arrière-goût un peu. Là. Mais voilà, moi, je sais que je regrette pas, parce que c'est du cas par cas, pour moi j'ai envie de dire. Moi, ça m'a
peut-être sauver la vie. Et toi, encore une fois, on parle de ton cas. On n'est pas là pour donner des conseils généralisés, ça n'existe pas. Mais je parle beaucoup de moi, mais je parle de toi aussi. Mais toi, ce qui est génial, c'est que tu parles chaque fois pour toi. Ça, ouais, parce que je préfère quand même préciser que je parle pour moi et pas que c'est une vérité universelle. Bah, t'as bien. Mais du coup, je suis gênée de parler de moi. Donc... Bah non, ouais, c'est toi, t'es la star du jour. Ouais. Oui. Et alors, est-ce que t'as pris des médocs ? Oui. J'ai été sous traitement, j'ai été sous anxiolytique, j'ai été sous antipsychotique, parce que du coup, comme ce trouble-là ne se soigne pas avec des médicaments, le trouble borderline ? Ouais. D'ailleurs, j'ai rendez-vous au psychiatre dans pas longtemps. Je sors de ma phase déni, là. Elle me dit, bon, faut peut-être que... Voilà. Mais en fait, j'en ai eu marre d'être c'est comme ça que j'ai ressenti, mais un rat de laboratoire, parce que faut tester des médicaments, faut tester les molécules qui sont adaptées, pas adaptées. Donc on m'a donné des traitements pour les schizophrènes, vraiment des trucs... Après, je leur en veux pas. En soi, ils ont une pauvre gamine en face d'eux, il faut bien trouver des trucs qui stabilisent un petit peu. Donc pareil, j'étais sous régulateur d'humeur, antidépresseurs... Somnifères pour dormir ou... Oui, somnifères, oui, mon Dieu. Comment, la totale. Je peux l'oublier, ça. Bref, je pourrais faire la liste encore beaucoup. Est-ce que tu as senti plus d'effets positif que négatif quand même ? Ça dépend des périodes, parce que j'ai un terrain, du coup, comme je suis border, j'ai un terrain addictif à beaucoup de choses, dont les médicaments, puis après je me suis auto-médicamentée aussi toute seule un peu avec tout ce qui va être drogue, tout ça, donc alcool aussi. Alcool, t'es passé par là ? Ouais. Joint, pas cannabis ? Si. Ah, je suis passé par là, faut pas, ah là. Mais on l'a dit, on l'avoue, on est ouais. massif. Donc, mais même les clubs, en fait, je suis addict à rien. Mais le terrain est là. Et en fait, c'est mon médecin mon médecin qui m'avait dit oui, ce que tu me décris là, ça un petit peu de la toxicomanie. Je dis oui, ouais. Après, j'en parlais avec mon père et tout. Il me fait si, Nat, mais il me dit, tu sais au moins ce que c'est la toxicomanie ? Pour moi, je voyais ça comme dans les films, en mode quelqu'un qui va se shooter, qui va se cacher derrière une... vraiment derrière une ruelle qui va se piquer, parce que moi en plus je pensais que c'était piqué, obligé, mais oui, vraiment, et non, je pensais que c'était ça, et puis je vois la définition sur Google, des fois il faut repartir à la base et il faut demander à Google en fait c'est quoi la définition, et c'est vrai que l'accoutumance elle était quand même là. Dès qu'il y avait un petit truc qui allait pas, je pensais que les anxios allaient tout régler, donc à la base on m'a mis sur un anxio, puis j'en ai pris 3 d'un coup, puis à un moment donné je m'étais disputée avec ce mec pas bien là, j'ai fini la botte devant lui, sauf que du coup, des anxios, surtout après il y a plusieurs types d'anxiolytiques, mais moi c'était le 1, je crois. Pour dire aux jeunes qui nous regardent d'une manière vulgaire, anxiolytiques, médicaments chimiques pour réduire l'anxiété, mais qui quand même défoncent entre guillemets pas mal, qui endort. Du coup, 1, ça te stabilise un petit peu, ça, voilà. Ouais. Mais alors quand tu prends toute une boîte, je crois, la moitié, je sais plus. C'est quoi, t'en as pris une grosse quantité en tout cas ? En fait, je vidais le flacon dans ma bouche, quoi. Endormi direct ? Non, en fait, c'est ça le pire, c'est que du coup, t'es pas endormi. T'es là, et en fait, il faut le temps que ça monte. Mais c'était ça le problème, c'était que j'aimais la sensation que ça me faisait. C'est-à-dire que être shooté au médoc, j'étais là. Tu planes. Ouais, j'étais là, mais j'étais pas là. C'est-à-dire que je voyais les choses, mais... mon cerveau, j'avais l'impression que c'était un filtre à eau, genre ça... Ouais. Il n'y avait rien qui restait. Sauf que du coup, et c'est pas des blagues, j'ai vraiment fait des blackouts de 4-5 jours comme ça. Alors après, je suis intelligente quand je veux, j'avais Snap, alors du coup, je filmais des petits updates et tout, que j'envoyais à personne, j'enregistrais. Sauf que du coup, quand l'effet des médocs descend, que je vois mes mémories, je suis en mode putain, mais... T'étais en conscience du danger dans lequel tu te mettais. Je savais même pas ce que je faisais, où j'étais. Il y a eu des fois, je me suis réveillée à l'hôpital... Pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé avant, je ne sais même pas. Où je me retrouvais dans des situations... oui, mais du coup, en fait, le pire, c'est que du coup, ça a enlevé tout filtre d'un minimum de bonne conscience. C'est-à-dire que... je sais pas. Comment expliquer ? Par contre, t'as pris énormément de recul sur tout ce qui s'est passé. Et pourtant, ça fait qu'1 an. Ça fait qu'1 an. Alors, dis-toi, moi, il m'a fallu au moins 5 ans pour prendre conscience de la dépression, des médocs, de tout ce que j'ai vécu. Toi, au bout d'1 an, imagine quand tu auras mon âge. Après, c'est parce que j'essaie quand même de rester un maximum informée. Donc, je suis les bonnes personnes sur les réseaux, sur ça. Parce que du coup, mine de rien, même si mon père... on parle de tout ? Oui, oui. C'est bon. Mais même si mon père est présent et tout, le pauvre, il découvre en même temps que moi, quoi. Donc, les parents, c'est pas des super-héros. Non, voilà. Et moi, j'aime bien dire que oui, on ne naît pas femme, on le devient. Mais c'est pareil, on ne naît pas parent, on le devient aussi. Et du coup, ils savent pas en fait, donc j'estime que c'est à moi de me connaître et ensuite d'expliquer aux gens comment je fonctionne, mais ça reste compliqué de... Ouais, bien sûr.
Moi, il y a 2 thématiques qui reviennent. Je te dis les noms, tu me dis s'il y en a une des 2 que tu veux aborder. Et on peut en parler des heures, mais on n'a pas. Vraiment. Et je suis sûr que les jeunes qui nous regardent, là, ils doivent être soit inspirés, soit émus. Donc, j'espère parce que je suis hyper. Enfin, pas gênée, non, parce que j'adore parler de moi, mais. Ah non, c'est une dinguerie là ce que je sais pas. Le seul but principal de mes venues et tout sur ça, c'est vraiment. Casser les trucs mais tu sais que j'espère et en qu'on commentaire puisse se reconnaître et se dire ok je suis pas seule et il y a une enfin moi j'aimais bien quand je me reconnaissais dans les vidéos, pardon de te couper, je me disais mais ok je suis folle mais il y a un nom à cette folie, je suis pas la seule à être dedans. Bon, on n'est pas folle mais moi quand j'étais au bord du suicide il y a 10 ans maintenant, j'aurais kiffé voir, je t'ai dit, une fille de ton âge qui parle de ça. Je vois une fille qui parle de ça, tu sais que mon ego de mec en plus, et pourquoi moi j'arrive pas à en parler? J'aurais adoré. Et 2 thématiques, le harcèlement, tout ce qui est agression sexuelle. Est-ce qu'il y a une des 2 qui te parle? Les 2. Tu veux commencer par laquelle? Peu importe. Le harcèlement, t'en as vécu alors? Ouais, pas beaucoup par rapport à tout ce que j'ai pu voir sur les réseaux et tout. Mais ça, c'est pareil. Après, c'est parce que j'ai encore un souci de légitimité, mais il faut que je me force à ne pas l'être. Sinon, comment les gens peuvent se dire... moi, légitimité, ce mot, il ne devrait même pas exister. Exactement. Non, moi, ça a duré que 1 an et demi, mais en fait ça a été le début de tout le reste. C'est-à-dire que j'ai changé de collège parce que ma mère elle estimait que j'avais pas assez de bons résultats scolaires, donc elle m'a mis dans le privé. Pourquoi pas, j'aurais préféré que pas, mais c'est pas grave. Et du coup dans ce collège-là, je suis arrivée en 4e. Peut-être que la génération prochaine elle fera pas la même chose, j'en sais rien, mais t'arrives en 4e dans un collège privé, les groupes d'amis sont déjà faits, comme moi, tout le monde, c'est vrai. Voilà, donc tout le monde se connaissait, je sais pas pour toi. J'ai du mal à me faire des potes, mais Tchatcher, tu connais. Ouais, moi non, parce que j'étais la fille bizarre, parce que machin. Donc donc ça s'est fait un peu comme ça, et puis ça a pris de l'ampleur assez vite, donc plus c'était des grandes classes, il y avait 8 classes de 30. C'est quand qu'il y a eu le mot harcèlement alors? En fait j'étais isolée de tout le temps, on me moquait. On m'insultait, je vais pas dire qu'on me tapait, mais si on pouvait me pousser dans les escaliers, on le faisait. Enfin, la plupart de mes déjeuners, je les finissais aux toilettes, à manger, bref, voilà. Manger dans les toilettes, carrément? Ouais. Bah ouais, donc, il y en a plein qui font ça, ils osent pas le dire. Ouais, c'est ça, je sais. Donc, après, en fait, ce truc-là, j'ai l'impression qu'il est arrivé, mais que par rapport à ce qui a pu se passer par la suite, c'est rien, en fait. C'est vraiment rien. Par rapport à quoi d'autre? Ça a été vraiment le début de tout. C'est-à-dire que du coup, ça m'a plongée dans l'automutilation. Et j'ai changé de collège pour aller dans un autre collège privé. Je crois que ma mère n'avait pas trop compris la leçon. Elle n'a pas compris le délire que non. Là, dans un plus petit collège, ça a été pire, puisque du coup, il y avait 2 classes de 15. Donc du coup, puis en plus, même si c'était pas dans les mêmes villes, il y a toujours une personne qui connaît une personne qui connaît une personne. Ah, du coup, il y a une nouvelle dans ma classe. Ah bah ouais, trop bizarre. Moi, il y en a une qui est partie de mon collège. Ah bah oui, c'est normal, c'est la même. Puis en plus, j'ai pas un prénom qui est forcément donné à n'importe quelle personne. À un moment, faut que les gens là, ils racontent un truc marrant, un truc heureux. Parce que là, c'est quoi ça? Écoute, tu me demandes l'agression sexuelle. Là, t'as rencontré l'amour. Ouais, et il m'a violée. Non, mais non. Putain, les gens, tu sais, qui vont être choqués de se dire, on réussit à en rigoler. Ouais, ça par contre, il faut que j'en parle parce que ça me. À force, franchement, je suis désolée du terme, mais ça me casse les couilles parce que il y a un moment donné, il faut que les gens comprennent que c'est pas parce qu'on en rigole, qu'on parle de choses sérieuses avec un humour décontracté ou un truc qui sort de l'ordinaire. Et moi-même, je suis surprise des fois quand je connais une personne qui parle comme moi, parce que c'est peu commun. Mais, et pour le coup, je parle vraiment sérieux, ça n'enlève à rien. C'est que c'est archi... Mais tu sais que là, je te dis vraiment, je fais un TEDx, et c'est les grosses conférences. D'ailleurs, tu es la bienvenue le 20 mars, où j'ai encore une petite frayeur par rapport à ça, parce que je vais en parler comme on en parle maintenant. Avec aucune retenue, avec une légèreté et de l'humour. Et je sais qu'il y a peut-être un quart ou la moitié du public qui va pas comprendre, qui va se dire mais est-ce qu'il a vraiment perdu son papa? Est-ce qu'il a vraiment vécu la souffrance qu'il raconte? Non, mais c'est ça les gens, c'est... Parce que tu peux pas en rigoler. Mais je sais que les gens qui l'auront vraiment vécu sauront pourquoi j'en rigole et la force entre guillemets que ça veut dire. Et ouais, t'es putain de forte, hein, sache-le. C'est adorable. Mais moi, je pense que j'ai compris pourquoi les gens disent ça. Je pense que, en fait, je me suis dit ça et depuis, je leur en veux pas. Je pense que je comprends. Quand il y a des choses qui sortent de l'ordinaire, qui sortent un peu du standard, qu'il y a vraiment des choses qui sont dites d'un vécu qui est pas commun, ça fait peur et ça surprend. Et les gens, je pense, qu'ils préfèrent se dire que c'est pas vrai plutôt qu'être confrontés, en fait. À la vraie réalité. Et même les gens, tu vois, qui t'entendent dire, ou qui m'entendent, hein, mais ouais, il m'a violé. Soit il y a les gens qui l'ont jamais vécu et qui vont dire, mais comment elle ose en rigoler? Pour tous ceux qui... Ce que on comprend. Ou il y a peut-être les gens qui l'ont vécu et qui n'ont pas encore passé à autre chose, ce qui est normal, et qui vont mal le prendre.
mais certaines personnes vont comprendre pourquoi du comment. Et... En fait, il n'y a pas de bonne et de manière façon. C'est peut-être un peu cash, mais c'est mon vécu. Si je décide d'en rigoler, j'emmerde les gens qui ne sont pas d'accord avec ça, parce qu'il n'y a que moi qui ai vécu dans mon corps et qui ai vécu ce que j'ai vécu moi. Et sincèrement, j'ai essayé d'autres situations, d'autres choses. J'ai essayé de ne pas en rigoler, mais si je prends vraiment pleinement conscience de ce qui s'est passé... Et est-ce que tu te sens de parler un tout petit peu de le fameux viol? Ah oui, alors déjà, petit trigger warning, ils ne sont pas étrangers, parce que comme ça, ça mettra aussi un terme... le viol n'a pas d'origine, voilà... C'est tout, ça me saoule à chaque fois. Non, mais sur TikTok, moi j'en parle souvent. Et c'est vrai qu'à chaque fois, surtout qu'en plus je suis dans le social, donc moi, je défends, mais j'explique, je tente d'expliquer aux gens que voilà, les étrangers ont leur place ici et point barre. Et à chaque fois, tout le temps, je me prends, oui, mais quand tu te feras violer par un Mohamed, blablabla. Et du coup, je leur dis, ils s'appelaient Enzo et Sylvain, donc je pense pas que ce soit hyper étranger. Bizarrement, j'ai pas de réponse après. Bref, ce que je pourrais en dire sur ça, quand j'ai changé de collège, du coup, que j'ai rencontré ce mec-là, j'étais archi fragile, du coup, de départ déjà de harcèlement. T'avais quel âge à l'époque? J'avais 14 ans, du coup. Puis à la maison, ça allait pas forcément, avec mon père, ça allait pas. Après, c'était des soucis d'ado normal, je veux dire... sauf l'harcèlement qui n'est pas censé arriver. Mais voilà, ce type de mec est dangereux dans le sens où il savait que j'étais fragile. Puis c'était vraiment le mec populaire du collège, donc ça aidait pas non plus. Il avait une certaine notoriété, ce qui fait que quand il demandait des choses, si je le faisais pas, du coup, il allait dire aux gens... je sais pas ce qu'il disait, en fait, juste il fallait pas qu'il soit copain avec moi. Et du coup, le lundi, j'avais pas de copains. Et puis si je faisais ce qu'il me demandait, le mercredi, j'avais des copains. Voilà. Bon, après, à cet âge-là, on est un peu con, donc je pense qu'on suit un peu le truc. Surtout que, en vrai de vrai, je les comprends, quoi. Qui écouterait une nouvelle qui déjà arrive parce que, soi-disant, elle a été harcelée. Surtout qu'en plus, ça avait fait des rumeurs comme quoi c'était moi qui avais harcelé quelqu'un, du coup j'avais été virée, des trucs à la con. Je sais pas, moi ça me dérange archi pas d'en parler, mais je sais pas du tout quoi dire. Comment ça se fait? Alors, je te demande pas de détailler, bien évidemment, mais comment on peut passer d'une relation amoureuse, entre guillemets, à un viol, juste pour que les gens comprennent que c'est bien d'en parler, que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand? En fait, si tu te sens pas de te raconter, tu peux donner un conseil, tu vois. Déjà, moi, on m'a pas sensibilisée au consentement. Ouais. Pas assez, je veux pas acheter la pierre à mes parents parce que voilà, après ça va être encore une guerre mondiale, donc je ne... Là, il commence à le faire un peu à l'école. Ouais, mais il un serait peu tard. Temps. Ouais, et puis encore du coup, l'école, de ceux qui vont dire non, parce que on va leur apprendre les positions. Moi, je pense que les personnes qui sont pas contentes que l'éducation sexuelle soit faite mieux et plus tôt sont les personnes qui savent qu'ils ont fait des actes pas cool et qui du coup, leurs enfants vont comprendre, quoi. Mais bref, c'est un autre débat. Donc ouais, pas sensibilisation. Donc moi j'étais habituée qu'à la toxicité. Je me suis dit déjà il y a un mec qui s'intéresse à moi, c'est trop bien, parce que du coup pour moi je méritais pas qu'on s'attarde sur moi, d'ailleurs c'est toujours le cas, qu'on s'intéresse et tout, voilà. Sauf que du coup il y a eu beaucoup de demandes sexuelles qui avaient été faites et j'étais jeune, mais j'étais aussi jeune dans ma tête, c'est-à-dire que du coup et puis je sortais d'un harcèlement scolaire, je savais pas, qu'il y avait une certaine fragilité aussi. Et puis du coup déjà à ce moment-là je me suis dit je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui allaient pas. Alors mettre des mots sur ça je ne savais pas parce que je connaissais pas les troubles, je connaissais rien, surtout que chez moi c'était pas hyper ouvert d'esprit sur ça, que c'était pas forcément possible. Donc voilà, après ma mère elle appelait ça le viol virtuel, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de demandes de fêtes, de nude, mais après ça suffisait pas, fallait que j'envoie des vidéos, fallait que bref, il avait tout un dossier dans son téléphone, il y avait 1 an de plus, il avait l'air de voler. Il y avait tout un dossier dans son téléphone avec 4, 5, 6 filles à lui, ex à lui, du coup, comme ça. J'ai porté plainte. Donc ça, c'était en 2019. J'ai porté plainte en 2022. Mais j'étais pas assez prête, je pense. En fait, c'est pareil. Je pourrais pas me permettre de donner un conseil ou pas sur porter plainte ou pas. Ça, je pense que c'est propre à chacun et le vécu de chacun. Et j'ai pas mon mot à dire sur ça. Mais j'ai un vécu qui fait que j'ai pas forcément confiance en la police de base, et je suis pas forcément tombée sur un bon flic. Ça risque de trigger des gens, mais voilà, si je peux dire, il y en a beaucoup qui disent ça malheureusement. Un truc, voilà, le flic m'avait demandé combien de doigts il avait pu mettre, et puis je lui ai dit pourquoi les flics. Il m'a dit parce que si c'est un, on s'en fout. Je pense que le problème vient ou pas à ça, mais il vient de la formation. On devrait mieux les former à ce genre de cas, surtout. Oui. Après, il y a plein de nouvelles générations là qui veulent être flics pour les bonnes raisons. Donc moi, je les encourage. J'en ferai pas partie, mais j'encourage parce que en fait, on pousse les gens à parler, mais parler à qui ?
Et la question, c'est toi, comment tu as réagi après du coup le viol? Moi, du coup, sur ce mec-là, parce que du coup, il y en a eu plusieurs, sinon c'est pas marrant. Ça, c'est dingue que t'arrives à faire les gens, ils me disent, mais elle est folle de dire ça. Non, mais on dit jamais 203, donc j'ai eu le 3e, c'est bien, c'est cool. Bon, c'était incroyable. À ne pas retester, hein, mais bon. Mais non, lui, je le lâche pas. Si, à force, je me force à le lâcher, mais c'est-à-dire que même si on s'est bloqué forcément avec le temps, je suis une folle, je fais des faux comptes, et puis du coup, je stalk, en fait, et dès qu'il y a une copine, j'envoie un message à cette copine, et puis je la préviens. Je dis, écoute, on me l'a fait, enfin, on m'a prévenu, j'ai pas écouté, il s'est passé ça. Voilà. Il y a eu quand même une conséquence pour lui ou pas? 0, ok. Non, pourtant on était 4-5 sur le dossier, j'avais quand même des témoignages de copines qui voyaient ce qui se passait en cours. Non, le flic il a rien voulu savoir. Après, parce que moi j'avais pas voulu mettre de mots. En allant porter plainte, je dis écoute, je vais vous raconter ça, vous mettez le mot que vous voulez, mais du coup il a mis des mots assez forts. Il y a viol sur mineur, donc forcément ça allait pas aller bien loin. Moi je m'attendais à rien, je voulais juste au moins qu'il soit confronté en fait. Appeler un truc. C'est une dinguerie. Et ce mec-là, moi, il me terrifie parce que, du coup, on prend de l'âge. Donc là, j'ai 21 ans, donc il en a 22. Les dernières ex à lui avec qui j'ai pu échanger, il me fait super peur parce que maintenant, il vise des jeunes mamans célibataires. Donc, maman célibataire, jeune, tout est dans le mot, quoi. Donc, ouais. Et Nat, moi, la question qui me vient, c'est quand on a subi plusieurs viols, quand on a un trouble borderline, quand on a un vécu dépressif comme toi, est-ce qu'en amour, on arrive aujourd'hui à faire confiance? La confiance, je pense que je l'aurai toujours parce que j'essaye de garder mes valeurs et la confiance, ça a toujours fait partie de mes valeurs. Donc, j'ai pas envie de donner ce plaisir-là à ces mecs-là. Du coup, de tout niquer. Mais par contre, c'est vrai qu'après, le dernier mec qui, lui, m'a pas violé, ça va. Par contre, il me tapait dessus. Bon, écoute, on peut pas savoir. Mais... ça a été super compliqué. C'est vrai que du coup, à partir de ce moment-là, il y avait vraiment plus rien qui comptait. Mais vraiment, c'est-à-dire que mon corps, déjà, qu'est-ce que ça voulait dire? Enfin, c'était très compliqué. Je l'ai donné à n'importe qui. Et puis, c'était compliqué tout est compliqué. De me le réapproprier, machin, bref. Après, là, je parle à quelqu'un. Et en fait, je pense qu'il faut aussi être avec les bonnes personnes. Mais avec cette fille-là, parce que oui, du coup, c'est une fille, je m'en foutais de le dire ou pas, mais du coup, par réflexe, bon, bref, voilà. C'est hyper fluide et en fait, j'en ai eu marre de me dire... Parce que je pars du principe, ça aussi, niveau border, abandon, ça, pourquoi je ne l'ai pas dit avant? Parce que je parle des sentiments, machin, des trucs qui fluctuent, mais le sentiment d'abandon, en fait, c'est un trouble qui se crée pour plein de facteurs. L'harcèlement, il contribue. Les abus, ils contribuent. Après, il y a un petit peu aussi de gène... génétique, voilà, mais il y a tout un tas de trucs qui fait que ça se crée et du coup même au niveau des abandons des parents, moi j'ai ressenti l'abandon de mes parents, même si c'était pas forcément volontaire des deux, c'est comme ça que moi petite je l'ai ressenti, donc voilà, donc il y a un sentiment d'abandon énorme, volontaire, involontaire, et légitime et illégitime. Des fois je crois que les gens m'abandonnent alors qu'ils ont juste dit qu'ils allaient annuler le rendez-vous qu'on avait et déplacer à demain. Pas ça. Voilà. Bien sûr. Bref, je m'éloigne, mais tout ça pour dire que du coup, je pars du principe où les gens s'en vont de ma vie parce que c'est le cas. Et en fait, avec cette fille-là, j'en ai eu marre de me dire ça. Je me suis dit, ouais, elle risque de s'en aller. Mais justement, en fait, j'ai été trop bête toutes les fois avant de me dire, comme ils s'en vont... puis je les pousse à bout aussi. En fait, il y a plein de trucs qui me viennent là en tête. Du coup, je vois, mais je connais le personnage maintenant. J'ai fait la pire explication possible du trouble pour les personnes qui le sont et tout. Je suis désolée, mais c'est pas évident non plus d'être là comme ça et pouvoir se rappeler parce que c'est tellement un trouble. Tout en fait, c'est comme je dis, c'est trouble fouillis, donc faut se rappeler de plein de trucs. Donc oui, c'est aussi pousser à bout les gens parce que du coup, tu les testes tout le temps, puisque de toute façon, t'es persuadé qu'ils vont s'en aller, donc autant les pousser à bout histoire qu'ils s'en vont tout de suite. Puis du coup, ceux qui restent et qui sont un petit peu plus résistants, t'es en mode trop bien, je peux leur faire confiance. Puis une fois que t'es vraiment toi-même et que du coup ils te voient, mon père appelait ça le monstre borderline, c'est l'autre partie de toi qui est méchante, qui est horrible, qui fait du mal à toi, aux autres. Je m'éloigne de ta question. Mais non, mais Nat, de toute façon, t'as très bien expliqué, tu te rends pas compte comment tu le détailles bien, mais pour te dire que même moi, tu vois, là j'ai 29 ans, je suis plus grand, et que la peur de l'abandon et la trahison, j'ai l'impression qu'elle me lâchera jamais. Ouais, non, je pense que et tout le monde que je casse moi-même d'une manière ou d'une autre toutes mes relations amoureuses. L'auto-sabotage, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est trop bien que tu oses en parler, parce qu'il y a plein de jeunes, des fois, ne comprennent pas d'où viennent toutes leurs blessures en amour. Et ça vient de leur vie. Et c'est pas grave. On apprend à vivre avec. Oui. Peut-être que jamais elles disparaîtront totalement,
mais on apprend à vivre avec, c'est sûr à 1000%. Et en fait, surtout au niveau de l'auto-sabotage et des sentiments d'abandon, tout ça, c'est relié. Et en fait, je pense qu'il faut juste se faire confiance, s'écouter. Et je dis ça comme si c'était... faut que t'écrives un livre. Bah non, mais en fait, là, je m'écouterais, j'aurais envie de me dire, ok, ma belle, on s'écoute, mais on fait comment? Enfin... Et franchement, je pense que c'est parce que là, t'es hyper adorable et tout, t'es gentil, donc j'essaye de dire des trucs que j'aimerais qu'on me dise. Mais je comprendrais aussi les personnes qui m'écoutent et qui se disent, ouais, mais est-ce qu'elle mesure vraiment ce qu'elle dit? Parce que moi-même, je vais réécouter ce que j'ai dit là. Je serais pas forcément d'accord. Enfin, je vais être d'accord avec tout ce que j'ai dit parce que je le pense et que c'est vrai. Mais l'autre partie va être en mode, ok, mais c'est bien beau ce que tu dis, mais... Ouais, mais moi je préfère cette partie-là, de parler comme ça, avec cet aspect bienveillant et quand même rassuré, parce que la partie qui en parle avec le côté hard, il y a tous les forums pour le faire, il y a déjà tous les témoignages négatifs. Donc moi je préfère 10 fois plus qu'on en parle comme ça. On sait qu'on pourrait dire le côté mais il n'y a aucun intérêt pour les jeunes. Même s'il y a des médias qui parlent des aspects négatifs, je pense qu'on n'en parlera jamais assez des trucs parce que ça... Enfin, moi je sais que j'ai traumatisé beaucoup de gens quand ils m'ont vu en état de crise. Moi-même je l'ai été, mais... Ouais, mais bon, comme on arrive, il reste 10 dernières minutes, je vais poser une question bien ciblée parce que tu m'as parlé de quelque chose d'hyper intéressant pour les jeunes, les troubles alimentaires. Oui. On va pas détailler énormément, mais comment chez toi ça s'est caractérisé les troubles alimentaires? J'ai pas grandi bien au niveau de la nourriture, j'ai pas été très... sensibilisée, c'est-à-dire qu'il y avait un de mes parents, pareil, c'est très bas qui, comme ça on pourra pas m'attaquer, mais voilà, il y a un de mes parents qui m'a élevée pour pas que mes cuisses se touchent, pour pas que j'ai trop de ventre, on pesait parfois mes aliments, si j'avais trop mangé au midi, je mangeais pas le soir, bref, tous des trucs comme ça, où après il y avait beaucoup de remarques aussi, parce que alors moi je suis une fan de la crème fraîche, je fous de la crème fraîche partout. Sauf que du coup, crème fraîche c'est gras, donc du coup... Sur les haricots? Partout. Sur le hamburger? Oui. Ah ouais, d'accord. La pizza, salade aussi. Salade, crème fraîche, il faut vraiment tester. Ne prenez pas pour une folle, mais je pense que c'est vrai. Bref. Et du coup, c'est vrai que le parent-là me dit, bah oui, mais tu te plains de ton ventre et tout, mais tu manges la crème fraîche, tu manges ci, tu manges ça, si t'as faim, tu manges une pomme. Donc, beaucoup, je pense de ma terminale à ma... Après les études sup, plein de fois, je me nourrissais que de pommes parce que, voilà. Puis après, alors je parle de ça, voilà, mais il y avait énormément de vomi aussi. Je te faisais vomir, du coup. Ça a duré un moment, un long moment. Dans le but de ne pas prendre du poids, du coup? Ouais, vraiment. Alors après, quand je m'autorisais à manger, parce que j'avais des restos avec des copines, j'avais machin, j'avais trucs, ok, je voulais pas que ça se voit. Je donne plein de détails, je suis désolée si ça trigger des gens. Enfin, c'est vraiment pas pour donner des conseils ou quoi que ce soit sur ça, à ne pas faire. Mais... Et en plus, c'est bête, hein, parce que franchement, ça a niqué plein de trucs en moi. Mon organisme, il est niqué, parce que là, ça va, parce que... c'est compliqué, mais... Il y a des vraies conséquences sur le long terme, bien sûr. Parce que, non, mais vraiment, c'est-à-dire que l'hiver dernier... il y a quelques mois, j'ai été au dentiste. Déchaussement des dents. Ouais. Il a fallu me remplacer des dents. Bref, des vrais trucs, parce que l'acide que ça produit, si c'est fait trop souvent, trop régulièrement et à trop outrance... c'est pas bien en fait, c'est pas naturel. Et les cheveux sont devenus rouges. Ouais, aussi. Ou ça c'est toi qui a fait la teinture, mais la teinture visagée, toi. Non, mais c'est pas à prendre à la légère ça aussi, parce que ça peut vraiment littéralement mener à des soucis de santé, quoi. Sur le moment même, c'est que ma tata, pareil, elle était anorexique pendant de longues années. Là aujourd'hui, elle a la cinquantaine et je vois ses dents sont toutes refaits et ses orteils de pied sont de tous les côtés comme ça. Et elle m'explique, elle me dit, mais là elle avait 24 ans. Je voyais pas sur le moment même, je voyais que les effets. Pas positif, mais je voyais que le pourquoi. Et maintenant, quand je vois les conséquences... Après, le cœur, il parle. Le corps parle, en tout cas, le mien parle beaucoup. C'est-à-dire que à un moment donné, ça me brûlait vraiment beaucoup trop la gorge pour me dire, arrête, c'est pas possible. Les dents aussi, du coup. Et puis même, c'est pas normal de passer de 45 à 37 comme ça en une semaine, quoi. Non. Bien sûr. Et qu'est-ce qui t'a aidé alors à aller mieux? En fait, c'est en terminale, quand je commençais vraiment à me faire vomir souvent, je me suis dit, putain, mais mes potes, elles me disent pas ça, donc bizarre, quoi. Et j'étais avec un copain, très bien, c'est le seul d'ailleurs. Ah, le seul qui est un petit point positif, ça, l'amour. Ouais, le seul, franchement. Coucou à toi si tu regardes, mais vraiment, il était incroyable. Et d'ailleurs, il est toujours là, on se parle toujours et tout. Ça fait 4 ans qu'on parle. On n'est plus ensemble, mais on parle. Ça fait bien. Bref.
Mais non, bah, il a été d'un soutien énorme et du coup, bah, j'ai pris rendez-vous au médecin. En fait, ça a été vraiment le début de tout. C'est-à-dire que c'est là où il m'a parlé de la dépression. Il m'a dit, tu commences vraiment à être en déprime. Donc, l'amour a eu un petit effet positif. Oui. Ça n'a pas duré longtemps, mais il était là. Et il est toujours là. Et en vrai, il m'accompagne même encore maintenant dans les soucis que j'ai et tout. Enfin, non, vraiment, ce mec-là, il est incroyable. Mais... Ouais, ça c'est beau. Mais mon avis a fait que... voilà. Parfait. Je te laisse boire une bonne gorgée d'eau. C'est ce que tu es en train de raconter, ce que tu as raconté, c'est incroyable. Et je le redis, il y a très peu de jeunes, et prenez-en de la graine, qui osent parler comme ça avec de la vulnérabilité et de se dire ce que j'ai vécu. Je peux pas revenir en arrière, je l'ai vécu, donc autant que ça serve pour les autres. En fait, c'est comme ça que je vais mieux, je pense, c'est en ayant essayé d'accepter que tout ça, c'est arrivé. Après, on se rassure comme on peut. Moi, ça a été de me dire qu'il y a pire dans la vie. Conseiller, pas conseiller, je sais pas. Mais voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as des rêves, t'as des choses que là, tu t'arrives à trop projeter en avant? Ça reste compliqué, hein, les questions comme tu te vois où dans 5 ans, par exemple, ça reste archi compliqué. Même dans un mois, des belles vacances. Oui, je pense que déjà, je vise à avoir mon année, parce que je veux pas... Là, déjà, je suis contente d'avoir été plus loin que l'année dernière. Je vise à potentiellement... en espoir devenir EduxP et puis merde, avoir une bonne relation aussi avec cette fille-là, que je peux pas voir que des relations. Ça se passe bien là. Le mec là, oui, bon, après ça fait un petit mois qu'on se parle, mais et même si ça se termine, bon bah c'est tout. J'aurais bien vécu des choses jolies avec elle, sans me prendre la tête en me disant oui bah peut-être que demain c'est terminé, machin. Oui peut-être que demain c'est terminé, mais voilà, j'aurais bien profité. T'as le temps, 21 ans peut-être, 24, 25. Et puis même genre pour le coup, c'est pas forcément des rêves futurs, c'est des rêves maintenant. De me dire, genre... bon, heureusement que la plaquette, elle m'a pas tuée, hein, parce que je suis hyper fière, là, de pouvoir faire ça. Et puis, bon, bah voilà, il y aura des proches à moi qui vont dire, oui, bah, elle parle encore d'elle, blablabla. Mais moi, je sais que c'est pas pour parler de moi, c'est pour essayer d'aider des gens, peut-être qui se reconnaîtront, vraiment, et puis des parents. Je te dis devant la caméra, hein. On a eu des célébrités, on a eu des sportifs de haut niveau, on a eu Monsieur Hollande, un ancien président de la République qui est venu parler, on a eu du monde. Hein. Mais en termes d'âge et de courage... Moi, je trouve que tu es celle qui a le creusé le plus et qui a le plus parlé de thématiques. Hein. Juré. Et les jeunes vont le dire en commentaire. Hein, waouh. Enfin, il n'y a pas de mots. Je vais le laisser parler, il n'y a pas de mots. Moi, je suis très... Pas ému, mais très... Wow. C'est moi qui suis ému, là. Et non, je pense que cette vidéo, tu vas la regarder, j'espère, dans 3-4 ans. Tu te diras, mais putain, je vais beaucoup mieux. Et quel courage j'ai eu d'en parler alors que j'étais en pleine guérison. Parce que pour moi, t'es presque guéri. T'es pas encore guéri, mais t'es presque guéri. Et c'est la plus belle période. Parce que tu apprends tellement sur toi. Et est-ce que tu aurais un mot pour tous les jeunes, filles et garçons qui nous regardent et qui disent putain, Nathalie, elle est inspirante, mais j'ai pas encore le courage d'en parler, c'est dur d'en parler? Eh ben c'est ok. C'est ok parce que... Alors moi, j'avais regardé la série 13 Reasons Why et je vais reprendre les paroles de Jessica qui disait que on avance avec le temps qu'on veut et ce qu'on ressent, on le ressent. C'est-à-dire que il y a pas de temps. Il y a pas de temporalité. C'est pas parce que moi, j'ai pu mettre des mots là où j'avais mal, que moi ce qui s'est passé c'était il y a 6 ans et même rien que le fait de se dire c'est il y a 6 ans, bon bref c'est un autre débat. Avancez avec le temps que vous voulez, tant que voilà vous savez ce que vous ressentez et confiez-vous aux bonnes personnes et surtout écoutez-vous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de on s'écoute trop, il n'y a pas de machin, on s'écoute jamais. Et allez voir des psys. Ça va pas, allez voir des psys. Des bons psys. Ça prend du temps à trouver. Et ouais, non, surtout écoutez-vous, écoutez. En fait, le corps parle beaucoup, vraiment. Et je pense que quand on va pas bien, on le sait. Alors après, des fois, c'est préférable de rester dans le déni, et ça, je suis la première à le savoir, à le dire. Mais ça fera que repousser. Ça fera que repousser au moment, il y a un moment donné, le corps, la tête, et à un moment donné, il y a un truc qui va dire merde, ça craque tout de suite. Et moi, j'ai envie de dire un truc, c'est que peu importe qu'on soit croyant, pas croyant, peu importe, on s'en fout. Ah ouais. Le corps, l'esprit, s'il vit des choses aussi dures, c'est qu'il peut les vivre. Oui. Donc ne perdez jamais espoir, c'est qu'il peut les vivre. Si telle émotion de désespoir, elle est créée, c'est qu'elle peut être créée. Alors, moi, je fais de l'amnésie traumatique, c'est-à-dire que déjà, j'ai oublié toute ma vie avant mes 10 ans, enfin, des petites briques. Donc là, on rajoute une nouvelle thématique à l'émission, il y en a combien là ? Non, c'est pour dire que... Du coup, tu m'as perdu. Ouais, je rigole. C'est pour dire que... Ouais, bah, j'ai oublié
Avant mes 10 ans, j'ai des brides de souvenirs, mais j'ai pas de trucs vraiment précis. Pareil sur le premier violeur, ça c'est cool par contre, parce que du coup, j'ai des petits flashbacks des fois qui reviennent. T'as encore à faire des blagues après 1 heure, Nata, c'est une dinguerie, c'est trop fort. Dans les cauchemars, ça c'est pas cool, mais c'est pour rebondir sur le fait que oui, le corps gère, et quand c'est trop dur, il zappe. Je sais pas ce que j'ai vécu dans mon enfance et je pense que je le saurai jamais, mais visiblement ça a été trop pour que mon cerveau puisse gérer, et le cerveau humain est quand même vachement bien fait, c'est-à-dire que voilà ça. Et juste pour que tu te rendes compte de, parce que moi je suis là, on va voir les commentaires, mais je vais demander juste, on a la collègue Mélissa qui gère la prod. Mel, tu peux venir 2 secondes, juste vraiment l'espace de 10 secondes, ça passe dans la vidéo, et tu dis en moins de 10 secondes ce que t'as pensé de son putain de témoignage. Excuse-moi, viens vers le micro. Dis, vas-y, dis-le, comme ça reste en mémoire. Bonjour tout le monde. Moi, je te trouve vraiment incroyable et je te trouve très courageuse parce que je pense que je suis jeune aussi, j'ai le même âge que toi. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait des gens qui en parlent, qui libèrent, je sais pas comment dire, qui en parlent sur ce sujet, sur plein d'autres sujets, parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui peuvent se reconnaître en toi, et je pense que tu peux aider beaucoup de personnes. Je pense que même ceux qui l'ont pas vécu, même eux, ça peut les inspirer. Et c'est vraiment incroyable, je te trouve vraiment très courageuse. Et genre merci d'être là aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Allez, va travailler maintenant. C'est bon. Non, je pleurais pas, je dis que je pleurais pas. Non, merci. Donc là, tu leur apprends à parler de ce qu'ils ont vécu, mais pleurer, il n'y a pas le droit. Si, mais c'est parce que je suis trop émue et je pense que je pleure en sortant. Ça oui. Non, moi, je peux même pas faire de conclusion. Ce que tu as dit, t'as tout dit. C'est incroyable. Non, j'ai pas tout dit. Mais je suis hyper contente d'avoir pu dire tout ce que j'ai dit là et d'avoir eu l'occasion de le dire. C'est des occasions, je pense, qui se représenteront pas. Et je le fais. En fait, je le fais pour tout le monde. Je le fais pour la petite Nat qui pensait jamais déjà vivre et qui pensait pas en être là maintenant à pouvoir apporter son témoignage pour potentiellement aider des gens. Juste ça, aider des gens à se dire qu'ils sont pas seuls et qu'il y a toujours des possibilités. C'est énorme. Les amis, en tout cas, j'espère que vous en avez pris de la graine, que ça vous a appris quelque chose. Je me doute que oui. Nat, un grand merci à toi. Si tu es d'accord, tu me diras ou pas. Après, on mettra tes réseaux pour les gens qui veulent te suivre. On affichera tout, description qui s'affiche là. TikTok, voilà. Parfait. Bravo pour tout ce que tu as dit. Bravo pour tout ce que tu vas continuer à dire, je pense, sur les réseaux et à ton entourage. En amour, j'ai une bonne intuition, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Les gars, c'était Joe, on parle de tout, on était avec Nathalie. Abonne-toi si tu veux encore plus de beaux témoignages. Celui-là, franchement, ça restera un très spécial, très très beau. Et on vous dit à la prochaine. Bisous, prenez soin de vous.